Vous êtes donc le paysagiste conseil de l'État de Paris, car dans chaque département est nommé un paysagiste conseil de l'État, ainsi qu'un architecte conseil de l'État, et Paris est un département. Mais vous êtes également architecte, et surtout, vous êtes un élu, vous êtes adjoint au maire d'Avignon, délégué à l'attractivité territoriale et touristique, au patrimoine historique et aux grands événements. Et cette double expérience que vous avez est particulièrement intéressante. Je vais donc vous laisser nous parler de l'espace public. Oui, merci Anna. Le micro est branché, c'est bon? Oui, oui, on vous entend très bien. Oui, oui. Merci. Je vais essayer, il y a beaucoup d'images, mais je vais essayer d'aller vite. Je vais juste faire défiler un certain nombre de questionnements que l'on a sur l'évolution de cette notion de l'espace public et l'évolution de l'espace public lui-même par rapport à notre vie urbaine et l'évolution de la ville. Juste un petit point complémentaire sur la présentation. Je suis membre aussi du Conseil scientifique international de l'ICOMOS, donc c'est cette association qui travaille auprès de l'UNESCO pour les classements patrimoine mondial, notamment des villes ou des paysages. Voilà, c'est une mission qui permet d'avoir aussi un regard extérieur. Voilà. Donc je vais très rapide. Alors, il faut que je clique dessus si j'ai bien compris. Voilà. Voilà, donc deux mots sur ce dont on parle, sur l'espace public. Monsieur le directeur adjoint en a parlé tout à l'heure, mais lorsqu'on est passé des chasseurs-cueilleurs au néolithique, l'échange entre les personnes, l'échange entre les métiers, l'échange entre les producteurs a nécessité qu'on invente la ville, et on invente la ville pour avoir ces lieux d'échange. Donc, l'espace public, c'est la ville, c'est la cité. Voilà, on connaît l'agora grecque, le forum romain, etc. C'est là que se prennent les décisions politiques, c'est là qu'on se rencontre, c'est là qu'on fait les échanges marchands, c'est là que les artisans se complètent, etc. Donc, l'espace public, c'est la ville. Et je dirais qu'on se concentre autour, et la densité urbaine n'est que pour être au plus proche de l'espace public. On a trop souvent parfois parler des vides et des creux. Non, l'espace public, c'est la ville, c'est la cité, et on se sert autour. Et vous avez ce plan Noli, Giambattista Noli de Rome au XVIIIe siècle, qui le montre très bien, parce que c'est un plan qui montre les espaces publics, qu'ils soient dedans ou dehors, et c'est ce qui est remarquable dans ce plan, pour montrer comment on se sert pour bénéficier au plus proche de ces lieux d'échange qui font nos vies urbaines. C'est pour ça que la question de la densité, qui est d'actualité aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle pour la ville. Les mobilités, avant qu'on invente la voiture ou l'avion ou le TGV, les mobilités, c'était ça, c'était cette échelle-là qui a fait cette densité urbaine qui a été quelque peu réquestionnée par la pandémie actuelle, mais qui n'est pas remise en question, j'y reviendrai. Voilà. Alors ces espaces publics, ils vivent les époques que nous traversons, et vous voyez ici, c'est à Bologne, sur cette place où on a l'avant-voiture, on a la deuxième moitié du XXe siècle, où elle n'est que voiture, on a privilégié qu'un seul type de mobilité, et puis la troisième vue d'aujourd'hui. Donc vous voyez que l'espace public, il suit un peu nos grandes tendances, et on a bien compris qu'aujourd'hui le tout voiture était derrière nous. On voit ici à Avignon, si vous reconnaissez les remparts, ça c'était il y a 4 ans. Voilà, il y a 4 ans, les remparts, c'était un immense parking autour de cet intramuros, qui est 1/10 de la population avignonnaise. Et voilà les tours de remparts aujourd'hui. Toutes les villes de France sont dans
une mutation importante avec un transfert modal vers notamment les mobilités actives, comme ça a été dit, et les transports en commun. Mais c'est aussi l'occasion de ce fait, on le voit bien sur cette photo, hein, où en gros, du Platane à gauche au Rempart à droite, c'était entièrement bitumé il y a 4 ans. Eh bien, on retrouve de la perméabilité. Les politiques zéro phyto nous permettent aussi de développer un végétal, ici les prairies fleuries, qui sont importantes pour les butineuses, etc. Donc, on est dans un basculement extrêmement rapide, très rapide, et j'y reviendrai sur la rapidité de ces espaces publics. J'y reviendrai parce que ça transforme toutes nos positions de maître d'ouvrage et toutes nos positions de concepteurs maîtres d'œuvre, pour ne citer que ces 2 types d'acteurs-là sur la ville et sur l'espace public. Voilà, un autre exemple, hein, ici à Paris, qui montre que le tramway aussi, le basculement sur le tramway, on est boulevard du Général Simon, là, avec la tour de la biodiversité d'Édouard François. On voit que le paysage urbain est en train, par ce transfert modal qui se fait extrêmement rapidement à l'échelle de 2 décennies, qui fait un nouveau paysage urbain d'une façon extrêmement rapide. Alors, la question de l'espace public pose aussi la question des échelles de la vie urbaine, des villes, etc. Là, vous avez le bassin de vie d'Avignon. Vous voyez la petite tache blanche au milieu, c'est Avignon, mais c'est pas Avignon. Voilà, on est 450 000 quand la petite tache blanche, la ville d'Avignon, c'est 96 000 habitants. Donc ça veut dire là aussi qu'il y a des échelles d'espace public complètement transformées, on le sait tous, on le vit tous. Ça pose la question, voilà, là c'est un petit exemple. Mes enfants sont allés à ce parc, entre guillemets, qui est le sommet de la Montagnette, à une dizaine de kilomètres d'Avignon. Ça n'est ni dans le département, ni dans l'agglomération, ni bien sûr sur la ville. Qui paye cet équipement public qui sert du plus grand parc d'Avignon? Aucun Avignonnais le sait, et l'élu d'Avignon le sait pas non plus. Voilà. Donc ça re-questionne. Alors, et du coup, pourquoi les Avignonnais ne participent pas à l'entretien de ce parc, etc. En Italie, ça se fait. Il y a des contrats entre des communes centres, entre guillemets, et des communes très éloignées qui reçoivent le week-end, par exemple. Voilà. Donc, des tas de questionnements nouveaux que les intercommunalités ne sont pas toujours amenés à résoudre. Barbentane n'est pas dans l'agglomération d'Avignon, voilà, n'est pas dans cette intercommunalité. Bon, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème, mais ça pose des questions. Voilà. Et donc, de ce fait, là aussi, en transfert modal, et ben, des nouvelles échelles de mobilité. Ça se passe très bien, 10 km à vélo, c'est rien du tout. Mais c'est à réfléchir en tant que tel. J'essaie d'aller vite parce que comme j'ai mis… Alors, une des choses extrêmement importante qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a quelques années, je peux parler en élu là, dans un mandat de 6 ans, eh ben, aménager 2, 3, 4 espaces publics avec une procédure, un concours, des concepteurs, des appels publics pour les marchés d'entreprise, etc. Ben, voilà, on faisait une rue, 3 places ou 2 places, une rue. Voilà. Aujourd'hui, puisqu'il s'agit de répondre très très vite à une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de se déplacer, on est dans de la transformation d'espace public extrêmement rapide. On est à Barcelone ici, et donc c'est qu'à Barcelone, le plan CERDA, un des axes sur 3, je crois, à peu près dans chaque sens, a été piétonnisé, transformé sur une décision politique extrêmement rapidement. Ça veut dire que ça n'est plus possible de concevoir l'espace public et les processus de transformation de l'espace public comme on le faisait il y a encore 5 ou 10 ans, puisque ça doit être fait en quelques mois. Le Covid n'a fait qu'accélérer ce processus. Mais, vous voyez, donc la peinture, du mobilier urbain qui vient là, empêcher les voitures ou faire en sorte qu'elles ne soient plus vraiment tout à fait prioritaires, etc., etc. Et ce processus-là, on le voit partout. Voilà, on était à Grenoble pour notre séminaire des paysages conseils de l'État la semaine dernière. Et bien, à Grenoble, c'est comme ça partout. Et c'est de la peinture, et ça se fait très vite parce qu'il n'est pas possible qu'une collectivité prenne ce genre de décision si du jour au lendemain, elle ne l'applique pas sur l'ensemble de la ville et sur l'ensemble des espaces publics de la ville.
Alors, c'est un art urbain de la peinture, peut-être, c'est un art urbain de la frugalité, sûrement, puisque ça coûte beaucoup moins cher. Hein, quand on mettait 3, 4, 5 millions sur une place, et ben aujourd'hui, on met 3 millions sur l'ensemble des espaces publics de la ville. Une autre chose qui a beaucoup changé ces dernières années, et c'est une bonne chose, mais ça transforme aussi complètement la conception des espaces publics et les métiers, entre guillemets, de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, c'est l'implication citoyenne. Voilà, là, c'est ce qu'on appelle les diagnostics en marchant sur une place à Avignon, la place Saint-Didier, qui est vous voyez, c'est un parking, là, c'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est une place, je vous la montrerai pas, mais c'est une place piétonne, mais tout ça, il y avait eu un concours, il y avait eu un maître d'œuvre de désigner, mais à travers ces travaux avec les riverains, les populations, les commerçants, etc., les projets ne sont surtout pas finis à l'issue d'un concours et des belles images que nous savons en produire. Donc, cette nouvelle implication citoyenne des habitants, là aussi, d'une part, transforme l'espace public, mais d'autre part, transforme forcément les manières de faire. Ici, on est dans les processus de guérilla gardening, hein, dont on a beaucoup entendu parler, qui sont venus chez nous, c'est au Canada. Ça, c'est à Ottawa. Voilà. Mais alors après, effectivement, notre regard, notre culture d'architecte, avec une certaine idée de ce qu'est l'art urbain, notre fonction d'architecte des bâtiments de France, par ailleurs, culturellement, c'est un choc, mais c'est là et c'est un processus extrêmement rapide. La demande sociale est très très forte. On le voit à Paris, on le voit à Avignon, on le voit partout avec les projets de végétalisation participative ou Jardinons ma rue, ou etc. Voilà, donc on n'est plus là. Même si la Piazza del Campo de Sienne reste pour nous tous un endroit d'émotion, cette qualité du vide, hein, le vide qui permet de tout y faire, y compris cette grande manifestation du Palio avec les courses de chevaux, etc., etc. Voilà. Cette notion d'art urbain qui, à Paris, par exemple, à travers les chartes d'Alphand, permettait d'avoir une certaine unité, une qualité architecturale, entre guillemets, paysagère, très, très forte, eh bien, toutes ces choses-là qui ont constitué notre culture et nos métiers sont secouées par tout ce qui se passe en ce moment. Voilà. Alors, on a eu cette période, le contraire de la Piazza del Campo, hein, où on a essayé de régler tout ça par l'organisation fonctionnelle. Le fonctionnalisme est toujours dans nos esprits, malheureusement entre guillemets, c'est notre culture et notre civilisation, je dirais presque moderne. Là aussi, on n'en est plus vraiment là, mais il y a une tendance à travers ce qui se passe en ce moment à retrouver cette explosion fonctionnelle des espaces publics dont c'est pourtant pas la vocation. Hein. Voilà. Donc, un petit exemple là pour montrer sur un projet que j'avais fait il y a quelques années que c'est par le vide qu'on peut régler l'organisation fonctionnelle et faire en sorte que, suivant l'heure du jour, suivant le jour de la semaine, suivant le mois de l'année, l'été, l'hiver, etc., eh bien, le même espace doit pouvoir accueillir des fonctions différentes. Vous voyez, à Nyon, ça, c'est la place des Arcades. Il y a un jour, c'est le marché. Un autre jour, c'est un spectacle avec un théâtre, etc. J'en passe. Et donc, il ne faut surtout pas dessiner les fonctions sur les espaces publics contemporains. Enfin, les Italiens connaissent ça depuis très très longtemps. Nous, avec notre esprit un peu fonctionnaliste, on a souvent trop marqué les espaces publics avec là c'est pour stationner, là c'est pour circuler, là c'est pour les vélos, là c'est pour les piétons, là c'est pour les piétons lents, etc. Les PMR. Bon, voilà. Nous avons une tendance, avec les mouvements qui se passent en ce moment, à revenir à des espaces où tous les possibles sont accueillis, hein, même ceux qu'on n'a pas encore imaginés aujourd'hui. Voilà les nuances que je voulais montrer.
Un des énormes changements également qui se passe et qui transforme l'espace public, c'est l'arrivée dans nos vies du numérique et de tout ce que ça change sur nos façons de nous déplacer, de travailler, on le voit ce matin encore, notre façon de manger, notre façon de travailler, etc. Et vous avez toute une série d'applications qui apparaissent aujourd'hui dans le monde. Là c'est un chauffeur qui sait que s'il passe à tel endroit tel jour, il va avoir tel client qui va prendre au bord du trottoir. Vous avez je donne quelques exemples, mais vous avez une application qui s'appelle Cord, hein, c'est Google qui l'a faite, qui est une gestion des bordures de trottoir dans les villes. Parce que les bordures de trottoir, c'est l'endroit des échanges, c'est la paroi, c'est l'endroit qui respire quand il y a encore des bordures, j'en parlais tout à l'heure, pour les livraisons, pour les PMR, pour les robots livreurs, on va avoir des robots livreurs, les fameux derniers kilomètres. Et ça, avec le passage au numérique dans la ville et sur l'espace public, eh bien, la manière, là aussi, de le concevoir et la manière de le vivre va être complètement transformée avec ce que l'on appelle aujourd'hui des trottoirs flexibles ou des bordures numériques. Je ne développerai pas. Mais c'est aussi, vous avez des applications qui vous disent à tel endroit, on est en pollution de l'air à tel niveau. Voilà. À telle heure, vous avez un îlot de fraîcheur à 300 mètres de chez vous. Voilà. Donc, cette présence du numérique dans nos vies à tous les moments transforme l'espace public et va faire aussi faire en sorte qu'elle ait des équipements nouveaux. Voilà, je passe rapidement. Alors, un des points très importants de la transformation de tout ça, c'est évidemment toute la question environnementale à laquelle est confrontée notre civilisation, aussi bien sur la question du réchauffement climatique que sur la question de l'érosion rapide, brutale et dangereuse pour l'humanité, en tout cas, érosion de la biodiversité. Et donc, là aussi, l'espace public, la partie urbaine de la planète, essaie de faire sa part dans la transformation qui permettrait peut-être de limiter cette érosion ou de la ralentir. Voilà, là, c'est un travail qu'avaient fait des étudiants d'un workshop d'une ONG Volubilis qui travaille à cheval sur les différentes rives de la Méditerranée. L'image de droite est une construction de ces jeunes étudiants. Je ne suis pas sûr que l'ABF du Vaucluse soit très content de cette image, mais voilà, les choses sont en train de se passer dans ce sens-là. Là, je vous montre ça. C'est aussi le résultat du zéro phyto, c'est le résultat du besoin de perméabilité des sols. Et cette transformation-là, elle aussi, est extrêmement rapide. Hein. Les sols urbains, ça c'est une image d'un chantier à Avignon. Là, on sait que les sols urbains, c'est pas facile, hein, surtout dans les parties denses des villes. Et comment concilier l'aspect culturel et patrimonial, les réseaux, et puis une éventuelle plus grande présence du vivant dans l'espace public, et ben, c'est une des questions qu'on se pose aujourd'hui à toutes les occasions dans les travaux. Hein. Ça, c'est la charte de l'art urbain qu'on a établie à Avignon pour justement faire en sorte que l'ensemble des acteurs, les concessionnaires, l'agglo, etc., se mettent des règles du jeu conçues en harmonie avec l'ABF et avec la DRAC, évidemment, pour que cette présence du végétal puisse se faire dans les meilleures conditions. Il y a des choses plus faciles que d'autres. C'est vrai que les plantations de pieds de façade, avec tous les programmes à Paris, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, chaque ville a inventé un nom pour ces programmes-là. Alors, soit c'est sur des espaces qu'on refait et on laisse des fosses de plantation. Après, c'est les gens qui gèrent. Ça évite aussi de continuer à embaucher trop d'employés municipaux parce que les comptes des communes sont compliqués. Donc, les gens gèrent après et ça apporte un confort thermique, ça apporte une qualité d'ambiance dans les rues que l'on n'a pas avant. Là, c'est Madame le maire d'Avignon à droite, excusez-moi de parler d'Avignon, mais voilà, sur ces programmes de végétalisation participative qui concernent tous les quartiers ici, dans un quartier social du sud d'Avignon. Alors, dans cette évolution environnementale, il y a aussi
dans la présence de l'arbre. Il y a des travaux scientifiques aujourd'hui qui nous permettent de faire des choix d'essence, telle essence qui absorbe tel polluant. On sait que les pins, par exemple, absorbent. Alors les pins, dans un espace, c'est pas un pin, hein, mais dans un espace minéralisé, ça marche pas très bien, on le sait. Donc, mais le pin absorbe très bien les microparticules, par exemple. Hein. Le lierre sur les façades aussi, des microparticules plus fines. Voilà, nous avons des relations évidentes aujourd'hui grâce aux travaux scientifiques entre tel type d'essence et tel type de pollution, hein, voilà, qui peuvent être utiles. Mais cette réflexion sur les essences d'arbres ou autres permet aussi, dans le cadre de la recherche de cette biodiversité animale, des insectes, des oiseaux, tel type d'essence d'arbre accueille tel type d'oiseau et tel type d'insecte. Hein. Il faut l'avoir en tête aussi si on veut que cette qualité de lutte contre l'érosion de la biodiversité auquel participent les villes puisse être le plus large possible. Hein. Une essence unique n'accueille qu'un type d'insecte ou qu'un type d'oiseau nicheur. Pardon, je reviens en arrière. Voilà, ça marche à toutes les échelles. Hein. On parlait des échelles de ville. Voilà, ça c'est le projet d'éco-vallée de la plaine du Var à Nice, sur lequel j'avais travaillé. Et vous voyez les grands couloirs verts qui vont rejoindre le Var, etc. Voilà. On a une trame urbaine qui aujourd'hui intègre ces objectifs de lutte contre l'érosion de la biodiversité avec ces trames vertes et bleues. On n'a pas le temps d'en parler. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Voilà. Alors là, on a clairement ces places de l'hôtel de ville dans je ne sais plus comment Madame le maire de Paris avait appelé ça, mais voilà. Alors ça pose des tas de questions. Hein, voilà. Madame la préfète à Paris nous a questionné, mon collègue Gérard Lancereau, architecte conseil, et moi-même, et élu du 75. Voilà, c'est quoi la limite, quoi? Parce que monsieur l'ABF de Paris, c'est compliqué. Voilà, hein, on est dans des paysages culturels avec une histoire, avec des représentations. Voilà. Est-ce que la place de l'hôtel de ville, ça doit devenir ça? Voilà. C'est des très belles questions hein, sur lesquelles on doit réfléchir, mais c'est des questions qu'il ne faut pas écarter parce que sinon ça va arriver tout seul et peut-être de la plus mauvaise des façons. Donc posons-les, travaillons ensemble pour aller de l'avant. Alors, on parle beaucoup de l'IQ, hein, l'îlot de chaleur urbain, entre autres. Voilà, il y a des tas de notions comme ça qui nous sont arrivées très vite depuis ces dernières années. Enfin, moi, on travaillait déjà dessus à l'école d'architecture de Marseille-Lumini, au laboratoire ABC, fin des années 70, début des années 80, hein, l'îlot de chaleur urbain. Enfin, maintenant, il est public. Voilà. Les journalistes en parlent, donc c'est que c'est devenu une question. Mais quand on regarde, là, j'étais à Marrakech il y a un peu plus de 6 mois, il n'y a pas d'arbres à Marrakech pour l'îlot de chaleur urbain. Voilà, les plafonds des rues, le matériau des riades hein, qui sont en terre avec des cours intérieures, il n'y a pas de fenêtres extérieures, etc. Il n'y a pas un arbre sur la plage Jemaa el-Fna. Pas un arbre. Voilà, donc il y a d'autres manières, dans des cultures qui connaissent la chaleur depuis très longtemps, il y a d'autres manières de travailler sur cette question du réchauffement climatique et des îlots de chaleur urbains. À Avignon, on a retrouvé cette très vieille, 19e peinture de Grivola et on voit qu'au-dessus des rues d'Avignon, eh ben, il y avait ces peintures qui étaient alors peut-être qu'il les mouillait en plus tous les matins, j'en sais rien. Je vais refaire des recherches, mais voilà, le végétal n'est pas la seule réponse à la question actuelle des îlots de chaleur urbains. Il y a peut-être 100 mètres carrés par habitant à Göteborg, ben, il y en a que 3 à Naples et il y en a 0 à Ouarzazate. Et on vit très bien à Ouarzazate quand il fait chaud. Hein, voilà. Donc, ne rentrons pas dans des schémas en disant du végétal, voilà, et qui a été un peu le cas de la dernière campagne électorale, 15 000 arbres, 100 000 arbres. Bon, c'est celui qui avait la plus grosse quantité d'arbres. Voilà. Ça, c'était l'Expo de Beaubourg il y a quelques années. Hein. On voit que cette question de tendre des choses sur le réchauffement climatique, tendre des choses au-dessus des rues en ville, c'est pas nouveau. L'autre partie, je vais essayer d'accélérer, mais c'est la perméabilité des sols. On l'a vu tout à l'heure sur Avignon avec les réseaux ou autres, mais c'est vrai que plus les sols seront humides, plus le sol sera vivant, d'une part plus il stockera du carbone, hein, parce qu'un sol vivant
immense stock de carbone. Un sol vivant, c'est là qu'il y a la plus grande quantité d'êtres vivants sur la planète. Rome, c'est des milliers d'hectares de matériaux posés au sable. Lisbonne, pareil. Rotterdam, pareil. Et Avignon, quand je suis arrivé, les services me disaient que c'était impossible de poser des matériaux au sable. Voilà, parce que les balayeuses, bidules, machin, etc. Bon, on y est arrivé au bout de 5 ans. On a fait le bout de 5 ans. C'est compliqué. Voilà. Vous avez aussi les réponses de ce type-là, mais c'est plutôt dans les quartiers nouveaux avec les fondations réservoirs. Hein. Il suffit de laisser 30% de vide dans les nouvelles fondations avec des choix de granulats ad hoc. Hein. Dans le Nord, c'est très développé. En Aquitaine, c'est très développé. L'école des ponts a travaillé là-dessus. Le CT a bossé là-dessus. Enfin, CEREMA a bossé là-dessus. On sait faire, mais bon, ça met du temps à se développer. Hein. Voilà. C'est une solution très simple qui coûte 0 centimes. Hein. Voilà, ou alors des solutions de ce type-là. C'est sur un projet là que j'ai fait il y a quelques années où on peut infiltrer pas mal d'eau à travers. Bon, dans les nouveaux quartiers, c'est connu, hein, tous les éco-quartiers, les nouves, ça se développe beaucoup. Et heureusement, en Allemagne, par exemple, depuis des décennies, il n'y a pas un tuyau pluvial. Ça n'a pas de sens. L'eau, on la récupère sur place, elle reste sur place, et plus elle reste sur place, et plus elle fait de bien à l'endroit où elle reste, et moins elle fait de mal à l'endroit où elle va aller. Voilà. Cette eau permet aussi de diversifier les milieux naturels, faire en sorte qu'on ait aussi des milieux urbains, des habitats complémentaires à d'autres habitats urbains. Dans certains îlots, cœur d'îlots du centre-ville de Berlin, la partie en eau, ce sont les eaux usées de la ville, y compris les eaux des WC. Qui sont dans entre guillemets, le parc du cœur d'îlot urbain. Ça veut dire aussi une éducation. On ne met plus d'eau de Javel ou autres produits de ce type dans l'évier ou dans les cabinets. Voilà, sinon ça s'arrête et tout le monde en souffre. La présence de l'eau aussi qui se développe beaucoup. Hein, c'est dit de fontaine sèche, je passe vite, excusez-moi. Un des autres points sur l'amélioration environnementale de nos espaces publics, c'est la question de la lumière. Hein. Comme vous le savez, c'est une des plus fortes causes d'érosion de la biodiversité urbaine, hein, cette prolifération délirante de la lumière sans précaution quand on éclaire le ciel, bon, que ce soit sur les oiseaux migrateurs, sur les chiroptères, sur beaucoup d'insectes, etc. C'est un gouffre terrible. Le plus important avec les façades vitrées, hein, des tours ou des immeubles, quand ils ne sont pas conçus en fonction. Voilà. Donc le travail sur la lumière urbaine, c'est aussi une réponse immédiate, rapide, à côté de l'appel au LED pour économiser l'énergie, pour réduire cette érosion de la diversité urbaine. Voilà. Une autre des tendances actuelles, c'est, ici on est à Montgenèvre, le front de neige, c'est la mobilisation du bois dans les projets. On le voit dans l'architecture, hein, de plus en plus d'immeubles en bois, y compris à Paris. On sait faire aujourd'hui des tours jusqu'à 18 étages en bois et en matériaux biosourcés pour l'isolation, pour les parois. Voilà, là, c'était tout le front de mer qui était en bois, et le bois, c'est du puits de carbone, hein, stockage. Donc, à chaque occasion, ici, c'était au rempart de Donzère, aux anciens remparts de Donzère, rappeler le pont-levis médiéval. Et ben, le bois nous sert à écrire des choses sur l'histoire d'un lieu et participer. Alors, pourquoi elle passe plus? Ah, il y en a une qui n'est pas passée. Voilà, là, c'est à Chorges, un concours qu'on avait gagné pour une entrée de ville, qui a été primé l'année dernière, d'ailleurs, par le ministère de la Culture. Voilà, où l'abribus est en bois. Voilà, donc, le bois sera de plus en plus présent dans nos projets sur l'espace public. Une des questions. Donc, j'arrête là avec la partie environnementale, et je suis bientôt à bout. Mais une des questions fondamentales de l'espace public, de sa qualité, de sa vivabilité, si je peux dire, c'est la question des parois avec la partie habitée. Hein, voilà. Là, on est dans la ZAC rive gauche à Paris. Peut-on appeler ça un espace public? Voilà. Je vous en montre une autre.
Voilà, donc vous voyez bien que l'espace public, traiter la partie publique de l'espace d'une limite à l'autre, jusqu'aux deux limites privées, quelle que soit la qualité qu'on peut faire entre ces deux lignes, si on n'a pas la porosité urbaine de part et d'autre, urbaine, visuelle, fonctionnelle, eh ben on n'a pas un espace public vivable qui répond à ces fonctions. Hein. Donc ça veut dire, alors donc, cette question de la porosité des rez-de-chaussée, hein, ça a été traité déjà dans certains séminaires par le ministère, mais aussi la façon dont le bâti va changer. En haut, vous avez, excusez-moi, j'avais fait un dessin très rapidement, mais en haut, c'est le bâti tel qu'on le connaît depuis des siècles, si ce n'est des millénaires. Et en bas, on a une tendance aujourd'hui à faire en sorte, pour répondre à tous ces enjeux, à faire en sorte que le bâti soit lui aussi plus poreux au déplacement d'air, poreux aux vues, poreux au fait de pouvoir accepter du végétal à un certain niveau, etc. Alors des fois, ça part dans du délire, hein, mais voilà, on part d'un type de bâti qui était lié aussi au mode constructif, hein, très, très bloc, jusqu'à il y a quelques décennies, à aujourd'hui, et on le voit dans beaucoup de concours, des immeubles qui donnent beaucoup plus de possibilités à tous ces transferts. Alors bon, je sais qu'il y a un grand débat. On a eu à traiter ces sujets à la préfecture, à l'UDR, avec mon collègue Gérard Alonso sur la gare du Nord. Mais vous voyez que sur la partie gauche là de l'image, les toits, voilà, alors ce ne sont pas des espaces publics au sens foncier du terme, mais c'est conçu comme des nouveaux espaces de vie. Sur les toits des immeubles, la tendance rooftop, etc. Je passe vite, excusez-moi. Alors, le Covid dans tout ça, c'est vrai que la question nous a été posée par Anna. Le Covid, de mon point de vue, et ça va être le débat d'aujourd'hui aussi, une des parties, c'est effectivement, ça nous a amené à aller très, 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 très vite dans une adaptation de l'espace public à cette pandémie. Mais finalement, vous le voyez, la peinture encore, mais la peinture, on l'avait déjà utilisée il y a quelques années, à Grenoble, à Avignon, à Paris, etc., pour ce transfert modal qui doit se faire partout et en même temps. Voilà. Donc, finalement, ça a accéléré les choses, ça les a amplifiées, mais voilà, là, on est à, je ne sais plus où on est là, d'ailleurs. Je me demande si on n'est pas à Grenoble ou à Paris. Bon, bref, rue de Rivoli à Paris, enfin, le transfert modal, ben, je me demande si c'est pas celle de la rue de Rivoli, celle-ci, je sais plus. Bon, bref, on a accéléré ce processus d'intervention frugale, rapide, pas chère, immédiate de transfert modal, mais ça n'est qu'une accélération. Le Covid ne l'a pas inventé, nous l'avons accéléré, c'était déjà en cours. Hein. Sur la question de la densité, j'étais la semaine dernière à Montpellier, et ben voilà, les rues de Montpellier, elles restent denses, c'est une ville avec sa morphologie médiévale, et c'est là que ça vit. Vous pouvez aller voir dans les quartiers non denses de Montpellier, vous ne verrez pas cette vie urbaine, ces échanges, ce commerce, etc. D'un point de vue de l'art urbain et de nos métiers, de la mise en forme, la mise en harmonie de tout ça, nous sommes en train de passer vraisemblablement de l'image du bas, de ce bac à sable bien rangé que nous adorions, nous, les architectes, les paysagistes, les ingénieurs, etc., à vraisemblablement une esthétique nouvelle qui est celle du haut. Hein, voilà, et je pense que voilà, les enfants préfèrent certainement celle du haut. Hein, voilà, et tout ce qui est en train de se transformer en ville, avec notamment l'évolution de notre regard sur la nature et bon, le zéro phyto qu'on adopte partout y contribue. Hein, ce qui était mauvaise herbe il y a si longtemps, qui reste encore pour beaucoup de gens la mauvaise herbe, devient aujourd'hui un nouvel élément de ce paysage urbain. On le voit dans beaucoup de villes, ici c'est Avignon, où mettre un nom sur une ex-mauvaise herbe et son nom latin, ça lui donne une valeur que cette mauvaise herbe n'avait pas. Et
c'est comme ça aussi que les élus se font moins engueuler, parce que quand vous avez de l'herbe qui pousse comme ça dans les trottoirs, on se fait engueuler parce que c'est sale. Voilà, donc c'est en train de changer rapidement, et je finirai par cette image, c'est que dans ces changements extrêmement rapides de notre culture urbaine, de notre regard sur le paysage urbain, de notre regard et de notre manière de concevoir l'espace public, les artistes nous seront très précieux. Ce sont toujours eux qui ont anticipé nos grands changements civilisationnels ou d'époque. Ici, c'est David Zim, hein, qui est un street artiste. Voilà, je pense qu'il faut qu'on associe ou qu'on laisse la place aux artistes dans cette transformation, parce que par notre seul raisonnement rationnel, on n'y arrivera pas. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Merci de cette présentation très riche.